Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le bazar du grenier. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui on va parler de Top Gun Maverick, la suite de Top Gun qui est sortie, pouf, il y a quand 1986. 1980, j'avais 4 ans. Ça quoi. date un peu exactement. Ouais, j'avais 4 ans à l'époque, donc en 1986, donc je suis nul en maths. Bref, longtemps après. Et du coup, alors voilà, alors sachant qu'on va parler de ce film, mais il faut voir que moi j'avais pas vu Top Gun, j'ai pas vu, ça fait partie des trucs des trucs évidents que plein de gens ont vu, mais que moi je n'ai pas vu. Par contre, j'ai vu les parodies de Top Gun. Effectivement, ouais. Donc j'ai vu, parce que j'ai vu Hot Shot, bien sûr, et j'ai vu plein de Top Gun, ça a été parodié, reparodié, les Simpsons l'ont parodié, tout le monde l'a parodié, Top Gun. Donc j'ai vu les références à Top Gun sans avoir vu Top Gun, et j'ai vu la suite de Top Gun sans avoir vu Top Gun, contrairement à toi, du coup. Du coup, c'est compliqué parce que moi aussi, j'ai vu les parodies et tout. Et le problème, c'est que voilà, le Top Gun, c'est un film que je matais beaucoup quand j'étais enfant. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, je l'ai un peu moins maté parce que c'est vraiment le film un peu pour les garçons. Parce que Oui, les avions. c'est les avions, tout ça. Voilà, c'est comme Rocky, tu as envie d'être boxeur. Chaque fois que tu regardes Rocky, là, tu as envie d'être pilote d'avion de chasse. Quoi. Les souvenirs s'entremêlent avec Hot Shot. Et Oui. du coup, tu dis, attends, c'est dans Hot Shot. Mais enfin voilà, je veux dire, c'est tellement la parodie est tellement bien faite de Hot Shot que voilà, ça s'entremêle avec les souvenirs de Top Gun. Mais j'ai quand même un souvenir du film. C'est quand même un film qui a marqué les années 80, puis qui, pour plein de raisons, qui est vraiment c'est vraiment un film au niveau des films d'avion en fait, de pilote chasse, tout ça, c'est vraiment la référence. Il y a eu plein d'ersatz, plein de copies qui sont sorties en VHS peu de temps après, notamment L'Aigle de Fer, dont la BO est composée par Queen, et c'est très très cool. Enfin le morceau titre. Et One Vision, c'est très cool. Mais sinon, oui, je veux dire en termes de carrière, enfin pour Tom Cruise, c'est vraiment un pivot par rapport à c'est un film de Tony Scott aussi. Puis il y a une esthétique années 80. Enfin voilà, c'est tellement un film culte dans tous les sens du terme, quoi. C'est vrai que du coup, ramener Top Gun en 2022, c'était quand même assez osé, en fait. Hein. Parce que tu peux pas refaire le même film parce qu'il est tellement ancré, c'est tellement une capsule oui, temporelle des années 80 et qui a inspiré d'autres choses dans les années 80. C'est ça qui est fou, c'est intéressant quoi, de parler de ça, c'est que toute l'imagerie en fait qui vient de Top Gun, enfin quand on voit des porte-avions, la façon dont c'est filmé, quand on voit tout un équipage s'affairer, tu vois, à mettre du carburant dans les avions, tout ça, cette esthétique, c'est Top Gun qui l'a défini, quoi. C'est vrai que ce truc, on le revoit dans plein de films après, ouais, t'as raison. Ils ont vraiment défini, et même, je veux pas dire que c'est un aveu d'échec, mais le film démarre là-dessus, parce que bon, il y a quand même du fanservice, c'est quand même Top Gun la suite, X années après, donc il faut quand même faire plaisir aux fans, donc la musique revient, les thèmes, Danger Zone est de retour, évidemment, mais ça c'est le passage obligé, t'es obligé, c'est le cahier des charges. Petit côté doudou temporel, du coup, ben voilà. Bien sûr, mais du coup, même en termes de mise en scène, je veux dire, le nouveau réalisateur, voilà, donc ça n'est plus Tony Scott parce qu'il est mort, voilà, donc c'est compliqué. Joseph Kosinski reprend exactement les mêmes codes visuels au début du film, c'est exactement ça, quoi. C'est des silhouettes au soleil couchant sur un porte-avions avec les liserés de chaleur. Comme ça, ouais, non, tout le monde prend feu. Ça, le sang brûle, le porte-avions. Mais c'est la même esthétique, en plus clean, parce que là, tu sens que, on l'a vu en plus en 4K, tout ça, donc la définition, le piqué, il est impeccable, la colorimétrie, elle est au poil de fion. C'est pas trop saturé, alors qu'à l'époque, on y va, c'est les années 80, on y va tout de go. Mais voilà, la lettre d'amour, elle est là. Et c'est en ça, ouais, voilà, je vais juste finir là-dessus, cette intro, c'est que c'est ultra différent, c'est très respectueux du matériau d'origine. De toute façon, c'est Tom Cruise qui a la prod, donc c'est son image, c'est sa carrière, donc c'est lui qui a les manettes, littéralement. Bon, ça sera pas difficile de savoir si t'as aimé ou pas, du coup. On va en parler avec une partie spoil et une partie no spoil, et on commence avec la partie no spoil. Alors, Top Gun, je vais essayer de résumer le scénario sans trop rentrer dans le spoil. Donc, c'est effectivement Top Gun Maverick, la suite du premier Top Gun. On retrouve donc Maverick, hein, du coup, le personnage du premier film, qui maintenant est dans un programme de vaisseaux spatiaux pas spatiaux, mais d'avions hypersoniques. Expérimentaux, ouais, d'avions expérimentaux hypersoniques. Jusqu'au moment où, eh bien, quelqu'un vient lui annoncer une nouvelle. On a besoin de lui pour une nouvelle mission. Sauf que, eh bien, maintenant, Maverick, il est un peu vieilli. Donc, on n'a pas forcément besoin de lui pour participer, on a besoin de lui pour instruire. Donc il va retourner à Top Gun, qui est l'académie de formation des jeunes pilotes brillants, les plus brillants de la nation. Et eh bien, il va devoir instruire une ribambelle de nouveaux pilotes pour cette nouvelle mission, dont un qui va lui rappeler des souvenirs douloureux. Impeccable, très bon pitch, nickel, pas de spoiler, c'est impeccable. Bon, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'aurais vu début 2000, enfin, tu vois, quand Top Gun était un peu frais, tu vois, post-adolescence ou quoi, ça, j'aurais
ultra kiffé de ouf, tu vois. Même si l'esthétique est quand même très sérieuse, et ce film a un peu ce syndrome-là de la suite, qui sort longtemps après, qui peut pas trop aller dans la légèreté parce que le premier est tellement pris au sérieux que la suite doit être très sérieuse. Ouais. D'ailleurs, je tiens à dire que effectivement, l'âge moyen de la salle était assez élevé. Ouais. C'est pour ça. Alors que le premier, pas du tout. Tu vois, c'était un film un peu jeune, un peu fun. Tu vois, il y avait quand même ce côté. Tu vois, même un peu fleur bleue dans le bon et le mauvais sens du terme. C'est quand on voit la romance qu'il y a avec le personnage qui a disparu, qui n'est pas revenu. Parce qu'il faut voir la tête de l'actrice maintenant, la pauvre. C'est ça, ouais, effectivement. Et puis, disons qu'il a vieilli, le mec a mieux vieilli. Ah ben oui, avec des millions de dollars, du Botox, tu fais ce que tu veux. Mais malgré tout, il y a quand même un nouveau personnage féminin, qui n'est pas un nouveau personnage, qui est mentionné. Voilà. Parce qu'apparemment, il y a une batterie de 4 scénaristes, et il y en a un au milieu, c'est le mec, je respecte le lore de Top Gun. Donc c'est bourré d'easter eggs de partout. Si tu as le premier en tête assez frais, notamment moi, quand on l'a vu hier, moi j'avais vu le premier le matin. Du coup, il y a plein de trucs que j'ai remarqué. Je me suis dit, putain, c'est vraiment des fous de mettre des clins d'œil comme ça. Alors moi, je les ai pas vus, les easter eggs. Par contre, j'ai senti quand on voulait me montrer un easter egg. Parfois, dans certains cadrages, j'ai senti que, ok, ça, je suis censé le comprendre, mais je le comprends pas, tu vois. Il y en a qui sont discrets, il y en a qui sont en arrière-plan, et il y en a, ils te les mettent un peu au milieu du nez, et littéralement, ils te coupent un extrait du premier pour te dire, voilà, vous comprenez cette scène, elle a de l'affect sur le personnage, parce que regardez ce qui s'est passé à l'époque, et je peux comprendre, Ils auraient fait ça en permanence, ça aurait été un aveu d'échec, mais là, ça va, je trouve qu'il y a une balance qui est plutôt respectée. Et il y a plein d'ajouts dans ce film qui sont intéressants, notamment le truc qui est vrai pour le coup, parce qu'à chaque fois qu'on voit des junkets, des promos d'acteurs qui font une suite X années après, ils font oui, mais maintenant la technologie nous permet de faire ça. Et à chaque fois, c'est du bullshit, c'est pour capitaliser sur une franchise, enfin un trois quarts du temps. Là, non, pour le coup, ça a du sens, parce que la manière de filmer, le filmage a vraiment évolué, notamment dans les plans dans les cockpits, où on filme véritablement les pilotes, les acteurs qui sont dans les cockpits, qui ne sont pas en studio, avec deux mecs qui font bouger un tambour de machine à laver. C'est vraiment là-dessus que je voulais. La première chose que je t'ai dit en sortant du cinéma, c'est que c'est vraiment ça qui m'a impressionné. Moi qui n'ai pas vu le premier Top Gun, donc je ne pouvais pas avoir de l'affect sur le scénario, je ne pouvais pas avoir de l'affect sur les personnages. Quand j'entendais la musique, bon, je connais la musique de Top Gun évidemment, mais quand les moments sentimentaux où tout le monde était censé verser une larme et je sentais que le public dans la salle était en mode moi j'étais en mode bon. Enfin voilà, donc ça n'a pas marché sur moi. Par contre, en revanche, effectivement, le premier truc que j'ai dit en sortant de la salle, c'est malgré le fait que ça soit pas, c'est pas genre, c'est pas un film, c'est pas les films 2022 bourrés d'effets spéciaux où ça pète de partout, t'as un porte-avions qui est envoyé dans le ciel, qui explose. C'est pas. Il y a un peu de fantaisie, on reste quand même dans le cinéma, donc il y a des choses, des curseurs qui sont vraiment poussés. Un petit peu, mais on est vraiment là où le premier Top Gun, on est dans l'arcade, là on est dans la simu, tu vois, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. C'est vrai que typiquement quand Tom Cruise pilote, en fait, c'est difficile à dire. C'est tout un tas de petits détails que je ne saurais pas expliquer, mais on sent qu'à tout moment, en fait, on est accroché sur le siège. D'ailleurs, je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de le voir en 4DX, il paraît qu'en 4DX, c'est exceptionnel. Je pense que ça vaut le coup. Nous, on a vu que Resident Evil Raccoon City. Nous, on l'a vu en 4K, nous, mais si vous avez l'occasion de le voir en 4DX, foncez le voir en 4DX. Vraiment, je pense qu'avec les mouvements dans l'appareil, ça doit être ouf à voir. Mais du coup, tu sens vraiment que c'est vraiment piloté. C'est pas des effets spéciaux. Tu le sens, quoi. Ça se sent dans des trucs du genre, par exemple, tu sens que l'avion, il est lourd. Tu sens que c'est une machine. Tu sais, c'est pas genre très souvent quand tu vois des gens piloter des avions, c'est tranquille, je fais ce que je veux. Je fais des petites blagues en même temps parce que c'est rigolo. C'est ça, quand ils vrillent, ils font des trucs. Et tu sens qu'en plus, ils peuvent remettre des dialogues en post-synchro derrière. Voilà, tu sens que c'est pas Will Smith, genre dans l'Independence Day, qui fait bienvenue sur Terre, ouais. Non, c'est pas ça. Non. Tu sens que là, c'est vraiment quand le mec il braque à gauche, t'as l'avion qui fait BOUM. Et tu sens vraiment que t'as le corps de Tom Cruise qui est écrasé contre la gauche. Il se prend plein de jets et t'entends le souffle coupé qui fait ouf. Ouais, c'est ça. Comme s'il se prenait un coup de poing dans l'abdomen. C'est ça. Et tu le vois sur sa tête. Il a vraiment la tête qui se défend. Tu as vraiment dans les phases d'avion, tu vois sa vieillesse qui ressort. J'ai 60 ans, mon corps est pas censé faire ça. Il peut pas tricher. Et c'est vraiment lui qui pilote, c'est ça qui est fou. Et le truc qui est encore plus cool aussi, c'est que les autres acteurs qui ne sont pas Tom Cruise sont dans ils ne pilotent pas, mais ils sont quand même dans la cabine. En fait, ils ont été filmés aussi dans des jets, quoi. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire, il y a un souci d'authenticité, de réalisme qui fait que du coup, le film, il a un cachet à ce niveau-là. T'es vraiment à l'immersion, elle marche de ouf. Oui, l'immersion. Pourtant, c'est pas extrêmement impressionnant en fait. C'est des avions. Alors, on va pas rentrer dans les détails en spoil, mais c'est des avions qui font
des roulis à gauche, des roulis à droite. Il y a une vague, une scène de dogfight. Vous vous doutez bien qu'avec des avions, il va y avoir une scène de dogfight à un moment. Mais c'est, enfin voilà, c'est pas extrêmement impressionnant. Enfin du coup, du moins, on a vu des trucs avec des batailles, des avions qui se rentrent dedans. On a déjà vu ça effectivement, mais c'est quand mais tout est vrai en fait. Tout est vrai, c'est vraiment piloté à la manière tu sais, le 14 juillet quand t'as les pilotes qui se filment avec la caméra avant. Tu sens que la caméra elle est posée là parce qu'ils n'ont pas la place de la mettre ailleurs en fait. Mais je crois qu'ils ont développé une caméra, je crois, enfin une technologie spéciale pour embarquer des caméras de haute qualité. Il me semble, hein, je suis pas sûr, mais non, je pense qu'il y a un souci de réalisme parce qu'effectivement aujourd'hui, on peut faire des combats, des dogfights aériens avec juste des effets spéciaux et ça peut être ultra crédible et ça peut marcher de fou, quoi. Je crois que Dunkerque, il en est rempli. Enfin... Bien sûr, mais voilà, le meilleur des effets spéciaux ne sera jamais à la hauteur d'un seul plan réel, en fait. Et là, tu le sens, quoi. Ça se sent dans le fait que les Tom Cruise, quand il pilote, il a pas l'air de passer un bon moment. Enfin, tu vois, c'est vraiment, tu sens que son corps n'est pas en train de passer un bon moment, quoi. Et il y a vraiment un truc dans la narration que je trouve qui est c'est vraiment vieille recette dans la vieille soupe dans le vieux pot, mais qui fonctionne toujours en fait. C'est-à-dire, il y a vraiment du setup payoff, c'est-à-dire par rapport à la mission, qui est vraiment le film s'attarde beaucoup là-dessus sur cette mission. On te l'explique de bout en bout à quoi elle consiste et tout. Et c'était pas trop le cas dans le premier Top Gun. Le scénario est très simple. Faut le dire. On pourrait même dire que c'est cousu de fil blanc, tu vois, parce que tu arrives à prédire ce qui arrive à peu près. Je pouvais dire, là il va se passer ça, là il va se passer ça, là il y a un mec qui est censé arriver. Oui, ça c'est cousu de fil blanc le scénario. T'es pas surpris, mais t'es satisfait malgré tout, tu vois. Ouais. C'est ça qui est fou. Et du coup, c'est pour ça que les enjeux sont installés, tu les comprends, et quand t'as le payoff, justement, la récompense, enfin la résolution, ça fonctionne, quoi. T'es quand même galvanisé, même si tu sais qu'on va arriver là, que tel personnage va survivre, tel personnage il va crever, enfin je dis ça comme ça au hasard, mais on est dans la partie no spoil, mais ça fonctionne, je trouve, ça fonctionne. Il y a le fait d'insister sur cette mission, et ça aussi, ça redonne du crédit sur le côté réaliste du truc. Tu sens qu'ils sont vraiment renseignés, qu'ils ont vraiment travaillé avec la Navy, enfin, avec de vrais pilotes. Cette mission, elle est vraisemblable, tu vois. Enfin, c'est pas une mission en mode faut sauver le monde, machin. C'est vraiment une mission classique. C'est une mission comme ils pourront en faire. Ouais, mais c'est une mission quand même très dure. Très importante, mais très dure. Alors que, effectivement, les enjeux de cette mission ne sont pas oufissimos, mais la réalisation de cette mission est très compliquée et il faut les meilleurs des meilleurs, il faut Top Gun. Après, Top Gun, ce n'est pas qu'un film d'avion aussi. Il faut pas y aller en se disant, parce que moi, c'est aussi un truc, je me suis dit, ah, Top Gun, ouais, ça va être des films avec des avions qui se tirent dessus, c'est trop bien, ça va être. Voilà. Mais non, ce n'est pas qu'un film d'avion, c'est aussi un film d'amitié, en fait. C'est ça, d'amitié, de romance aussi, parce que c'est un truc qui a beaucoup marqué. La version de 86 surtout. Là, ils ont retenté ils ont pas mis il n'y a pas Take My Breath Away, c'est dommage. Ce fameux morceau très années 80. Ils ont tenté avec un nouveau morceau de Lady Gaga qui est un peu... je suis pas ultra fan. Mais il y a une histoire de romance avec le personnage de Jennifer Connelly, qui est une actrice aussi âgée, donc ils ont pas... joué la carte de Tom Cruise, il se tape des jeunettes, donc il y a cette notion de romance, mais il y a cette notion d'amitié qui est connectée au premier, donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est quand même intéressant, enfin je pense que c'est important même d'avoir vu le premier pour avoir plus d'affect, d'enjeux émotionnels et qui ne passe pas seulement par la nostalgie, parce qu'il y a la nostalgie, ok, mais il y a aussi par rapport aux enjeux. Après, je pense qu'évidemment... Je vais pas spoiler, c'est difficile d'en parler sans spoiler. Après, évidemment, c'est mieux d'avoir vu le premier il y a 40 ans, ça marche mieux pour quand même pour l'affect, voilà. Ouais, pour l'affect nostalgique. Si tu vois le premier, genre 2 heures avant le second, bon, tu vas te dire, bon, bah, c'est la suite directe, enfin, tu vois, c'est... Et du coup, tu as moins la touche émotionnelle, mais je pense qu'en termes de narration, tu comprends ce qui se passe et tu peux quand même être immergé dans la mission, dans le déroulé du film, quoi. Après, moi qui n'ai pas vu le premier, j'ai quand même tout compris. Au second, c'est pas. C'est ce que je dis, c'est que tu peux vraiment rentrer. Je pense qu'il y a parce que Top Gun, enfin, je me suis rendu compte sur les réseaux sociaux qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu. Enfin, non, mais beaucoup, je pense, parce que là, c'est vieux. 86, c'est vieux quand même. Si t'as pas grandi dans les années 80-90, c'est un peu compliqué. Ça a pas autant l'aura d'un Retour vers le futur ou d'un Indiana Jones, tu vois. Pourtant, il fait partie de la tapisserie, en fait. Tu sais que ce film existe, qu'il a marqué les années 80, qu'il a inspiré plein de choses. Il est là, mais c'est pas peut-être le film vers lequel tu vas, vois, facilement comme un Retour vers le futur. J'ai jamais été curieux de voir Top Gun, moi. Tu vois, mais je pense que c'est le cas de plein de personnes. Mais le logo, tu le reconnais en 3000. Évidemment. La musique, tu l'as en tête. C'est fou, tu vois. Donc il y a vraiment cet aura culte. Il y a le thème de Ken dans Street Fighter, ça vient de Top, bien sûr. Bien sûr. Il y a ça, il y a plein de... Mais même dans Street Fighter, tu regardes la map avait
avec Guile. Bien sûr. Derrière, c'est un avion de chasse. Bien sûr. Voilà, ça transpire de partout. Enfin, ça a influencé plein de jeux vidéo japonais parce que pour eux, c'est tellement une carte postale. Ah oui, donc c'est ça, les Américains en 80 en Californie. C'est ça. Notamment aussi, ouais, j'ai oublié, il y a cette scène aussi de beach volley qui a marqué, qui est très homoérotique et qui est culte par rapport à ça. Avec un clin d'œil d'ailleurs, on va pas vous en dire plus, on en dira en partie spoil. Mais donc voilà, ouais, donc c'est fan service à tous les étages, mais ça fonctionne quoi. Je trouve que Tom Cruise, il a bien compris son personnage, il a bien compris ses fans. Enfin, je trouve que c'est un projet bienveillant, tu vois. c'est Même respectueux, oui. Évidemment, c'est pour capitaliser, faire un billet sur une suite, mais c'est la suite. C'est pas une suite sale. Ouais, voilà, c'est respectueuse, c'est une suite ultra respectueuse. C'est pas une suite sale, voilà. Voilà. En gros, en quelque sorte. Bon, partie spoil? Allez. Partie spoil. Partie spoil, donc si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Après, en vrai, la partie spoil va pas être énorme, je pense, sur cette vidéo, parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de... Enfin voilà, on peut dire qu'effectivement, ce que je disais au début, hein, c'est qu'au moment où il va entraîner, le crew de jeunes pilotes pour cette future mission, eh bien, parmi les jeunes pilotes, il y a... Alors, j'ai pas vu le premier film, encore une fois. Il y a donc le fils d'un mec qui est mort dans le premier film. De Goose, ouais, son wingman, son copilote, quoi. Qui a même la même moustache dégueulasse, histoire de dire c'est son fils. Et ouais, comme ça, t'es sûr que c'est lui. Et puis vous voilà, avez compris, il a la même moustache. C'est de cet extrait que je voulais parler, parce qu'on le voit, le gamin, en fait, il est tout petit, il est avec son père, et avec Meg Ryan aussi, qui est sa mère. J'avais complètement oublié qu'elle était dans le film. Et du coup, voilà, c'est le seul moment qui est montré du premier film, pour dire, attention, regardez, Maverick a côtoyé le petit, c'est pour ça que quand même, ils ont cette relation. C'est ça. Et je trouve que, ouais, moi, l'évolution de cette relation entre les deux, cette espèce de rivalité, espèce de amour-haine, enfin, je vais dire, on va pas spoiler, mais on a un parti spoil, donc... Mais voilà, il y a tout... Moi, je pensais que c'était l'axe central du film, mais pas trop. Non, ça disparaît assez vite. En fait, j'avais peur de ça, parce que c'est vrai que quand je le vois arriver à l'académie, qu'il commence à s'entraîner pour cette mission, je me suis dit, ah putain, tout le film, ça va être de, ah, je veux pas, parce que t'es comme mon fils adoptif, machin, etc. C'est ça. Et en fait, il y a d'autres enjeux qui viennent se mettre par-dessus, tu vois, et il y a plein de choses qui sont liées à Maverick, en fait. Et puis, ce film-là, il fait tellement écho à la carrière de Tom Cruise. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, si tu t'intéresses un peu au cinéma, c'est des trucs qui sont passionnants. Ne serait-ce que par rapport à la première scène, quand on retrouve Maverick, en fait, qui teste des avions expérimentaux, des supersoniques, qui peuvent monter jusqu'à... là, l'objectif, c'est de monter... Mach 10. Et qu'ils veulent couper le programme parce que... On parle d'évolution technologique, on parle c'est un peu le champ du signe des pilotes parce que il y a les drones. Il y a les drones qui arrivent et que voilà, ça coûte trop cher, puis c'est des coûts humains quoi. C'est des pertes humaines si on perd des pilotes. Alors que voilà, les drones c'est que du matériel. Il y a cette notion-là et du coup voilà, ce programme est voué à disparaître en fait. Donc il y a Ed Harris qui joue très bien les militaires, voilà, j'aime beaucoup cet acteur, qui vient pour fermer le programme et Tom Cruise en mode Maverick, mais justement, décide d'allumer le jet et de battre le Mach 10. Mais voilà, tout ça pour prouver justement à Ed Harris, l'amiral je sais pas quoi, que voilà, il faut maintenir le programme, donc maintenir les emplois, enfin les gens qui travaillent dans cette structure. Enfin par rapport à ce que je raconte là, ça fait écho en fait au tournage de Mission Impossible 7, un espèce d'enregistrement qui a fuité sur le net où il y a Tom Cruise qui a pété un câble sur le tournage parce qu'il y avait un des mecs du crew qui se baladait sans masque. Et c'est parce que ça a été tourné pendant la pandémie. Oui. Il a pété un câble en mode ouais mais vous savez ce que je fais, voilà, c'est des jobs, tout le monde va perdre leur job s'il y a un problème sur le tournage. Enfin, il a pété un câble en mode patron, c'est moi qui suis producteur, je gère le truc et que voilà c'est important de... Donc tu comprends un peu le pétage de câble et c'est exactement ce qu'est le personnage dans le film en fait, c'est que c'est lui, Tom Cruise le héros, qui va sauver le truc, qui va sauver Hollywood, tu vois. Et moi il y a un truc méta. Après, j'avoue que le lien entre Mach 10 et le port du masque, il est un peu ténu quand même, je trouve. Non, mais c'est pas ça qu'il faut voir, il faut voir c'est Tom Cruise qui va sauver un truc parce que c'est son aura et parce que c'est le meilleur et c'est le plus fort et tout. Et c'est le dernier d'une lignée tu vois, j'allais dire d'acteur, mais tu vois, le parallèle avec Maverick, c'est exactement ça. C'est un chien fou qui vient d'une ancienne époque, et c'est pour ça qu'on le prend dans Top Gun aussi, c'est qu'on a besoin de vous pour sauver, pour mener à bien cette mission, parce que vous êtes le dernier, vous êtes le meilleur. Qui est d'ailleurs finalement aussi... voilà, donc, ce côté ancienne star hollywoodienne qui a tourné avec les plus grands, parce qu'il y a ça aussi, je finis là-dessus, parce que c'est quand même énorme. Allez sur IMDb, regardez la liste des réalisateurs avec qui il a tourné, c'est quand même, ça donne le tournis. Ouais, Tom Cruise, il a une carrière, c'est fou. Il y a Scorsese, il y a Tony Scott, Ridley Scott, les deux frères Scott, Kubrick, qui peut se mettre à sa table et dire j'ai tourné avec Kubrick quoi. Enfin c'est Paul Thomas Anderson, Spielberg 2 fois.
c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Coppola, enfin, je peux y aller non, mais toute la nuit. il a tourné, vraiment. Le truc que j'ai peut-être pas vu venir, c'est que à la fin, en fait, pendant tout le truc, il essaye d'entraîner les jeunes pilotes, machin, pour faire cette mission. Et ils n'y arrivent pas, ils sont pas assez forts. Et au moment où ils font, bon, c'est foutu, écoutez, vous deviez le faire en 2 minutes 30, bah, finalement, vous avez 4 minutes, bah, il y en a peut-être quelques-uns qui vont y rester, mais au moins la mission, elle sera accomplie, tant pis si c'est plus lent. Bah, il y a Tom Cruise qui monte dans un avion, tu te demandes comment il a décollé, bon, bah, peu importe, on s'en fout. Il fait la mission en 2 minutes 15 pour montrer à tout le monde, vous avez vu, j'ai des grosses couilles. Et du coup, et les gens qui font la mission lui disent bon, ok, ah bah, finalement c'est vous qui allez piloter, c'est vous le chef de l'escadre. Et tu vois, je me suis dit, bah, c'est bizarre quand même, parce que ça veut dire c'est vraiment genre les jeunes vous êtes nuls, laissez les vieux faire quoi. Tu vois, j'ai senti un peu ce côté-là, pas toi enfin. Ouais, moi je l'ai vu sous le prisme de Tom Cruise est le plus fort en fait. C'est un peu ce que je dis. Hein, oui. C'est le Gary Stu de l'histoire, oui. hein, parce qu'il est vraiment, il réussit tout le temps. Oui. C'est quand même le plus fort et tout. Mais ouais, effectivement, je n'avais pas réfléchi sous cet angle-là, parce que après le film part dans la résolution de l'arc. Voilà, en fait, c'est que je me suis dit, on est dans un film de transmission, mais en fait, non, il prend le relais, il fait non, je cours tout seul jusqu'à la fin. Tu vois, c'est vrai. Ouais. Et c'est lui quoi qui réussit la mission en partie. C'est lui qui réussit la mission quasiment seul, en fait. Les autres, ils sont tous. Je sais pas s'il y a un message derrière. C'est attention, la jeunesse, vous aurez toujours besoin des vieux. Bon, après, il y a quelques âneries un peu dans le film, mais on va même pas s'attarder dessus. À la fin, quand ils se sont écrasés les deux dans la forêt, ils rentrent dans une base pour voler un avion, genre là. Mais sur un F-14 Tomcat, comme dans le premier. Et oui, voilà, mais ça c'est vraiment genre regardez ton doudou, c'est ton doudou, il sent bon, il a l'odeur des pattes de maman. Voilà, ça pour le coup, c'est un peu bête, mais c'est vraiment pas grave. En fait, extrapolé, moi ça va, la suspension d'incrédulité elle passe, oui, parce que ça passe. On est dans un film, Tom Cruise fait des prouesses, enfin Maverick est exceptionnel, donc ça avec passe, du coup un passage d'un autre mec qui était là dans le 1, l'amiral. Oui, oui, il est devenu amiral, je sais plus. Iceman. Il y a Iceman, ouais, voilà. Il y a un truc, c'est que voilà, un des personnages cultes, hein, qui est pas trop présent dans le premier film. Quand je l'ai rematé, je me suis dit, finalement, Iceman, c'est pas non plus. Goose est un personnage beaucoup plus important. Ouais. Et Iceman, donc interprété par Val Kilmer, voilà, qui était une énorme star et qui a eu un souci de santé. Qui a un cancer. Et voilà, et du coup, il a subi une trachéotomie, c'est-à-dire qu'il a une trou au niveau de l'œsophage. Il a du mal à s'exprimer, donc c'est les personnes qui sont victimes du cancer du fumeur et qui s'expriment aussi avec des machines robotiques, des synthétiseurs, voilà. Donc on est dans ce truc-là. Donc je me suis dit, ça va être compliqué. Donc du coup, au début du film, enfin on le voit dans la bande-annonce, on voit juste un portrait en mode, regardez, lui par contre il a monté les échelons, contrairement à toi Maverick, il est devenu amiral. Maverick qui a voulu rester au grade de commandant pour continuer à piloter en fait. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, c'est beau, ils ont fait un clin d'œil. Mais après, dans le film, il s'envoie des textos, il appelle Ice, comme ça. Donc tu comprends que voilà, le personnage est toujours là, un peu derrière, il participe à l'intrigue. Je me suis dit, bon, ok, ils ont trouvé l'astuce ultime de je passe sous un tunnel, je peux pas te répondre, je t'envoie les textos. Et non, ils vont jusqu'au bout. Ils vont le voir. Il y a un moment, ils se rencontrent, donc ils ont embrassé, mais littéralement la maladie, parce que le personnage est vraiment malade dans le film. C'est ça. Et après, ça donne une scène très belle, parce que je me dis, ils auraient juste parlé, ça aurait fait un échange un peu de vieux bro. C'est ça, parce comme t'en as vu plein, mais là, c'est Val Kilmer qui tape des mots sur un écran. Sur un ordinateur pour faire, parce que je peux pas parler, regarde ce que je suis en train de t'écrire sur le clavier. Du coup, ça met du silence dans la scène, et vu qu'il y a comment le personnage de Maverick, il est vraiment un cœur ouvert, il se lâche. Il utilise un peu son ancien pote comme un psy, tu vois, en lui expliquant la problématique du fils de Goose et tout ça, tu vois, il ouvre son cœur, et du coup, vu que l'autre ne lui parle pas, il lui répond que par du texte, il y a un silence qui s'installe, et je trouve que ça renforce la scène. Moi, ça m'a ému, ça m'a touché. Et ils le font quand même un peu parler. Et ils lui font un peu parler, ouais. Donc il parle comme ça, parce qu'il peut pas parler. L'acteur ne peut vraiment pas parler. C'est ça, ouais. Il peut pas faire de longues phrases, donc dit des mots assez courts. Et là aussi, ça sert le truc, et c'est touchant, ça finit sur une petite vanne entre eux, et le personnage meurt. Du cancer dans le film, littéralement. Donc, waouh. Donc ils sont allés jusque-là, donc ok. Je vois même pas qu'est-ce qu'on pourrait spoil de plus, parce qu'on pourrait vous dire, oui, alors la mission, ça se passe comme ça, les relations... Et si on vous dit qu'ils vont réussir à la fin, c'est tellement c'est évident. Évidemment qu'ils vont réussir à la fin. Il y a on parlait tout à l'heure de la scène de volée
parler, il y a une scène de baseball sur la plage à la place, enfin de football sur la plage. Exactement, ouais. Mais et tout. C'est ça, il y a globalement, effectivement, on reprend l'esthétique à fond, les longs plans de moto où ça roule. La moto, voilà. le blouson au début quand il prend, c'est tout, enfin tout est là quoi, tout le fan service, la musique évidemment, ça sur notamment la BO de Harold Faltermeyer, donc vraiment le thème sur Danger Zone, enfin voilà, il manque juste que Take My Breath Away, mais sinon voilà, tout le cahier des charges est coché. Du coup voilà, pour les ultra fans de Top Gun, c'est sans souci. Pour les nouveaux venus, si vous êtes un peu friand, vous pouvez aimer aussi ce genre aussi, parce que c'est des films un peu militaires, on va dire entre guillemets, parce que vite fait militaire quand même. C'est pas, on n'est pas dans du soldat Ryan non plus. Hein. C'est, il y a quand même. Il y a ce côté. Il y a quand même le gros. Il y a quand même le gros côté relation de l'équipage en fait. Tu vois, c'est pas un vrai film de guerre. Tu vois. C'est, on n'a pas parlé. Il y a la romance. Il y a toute la romance derrière. Hein. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Quoi. C'est Top Gun. Le premier Top Gun, c'était une romance. Là, il y a aussi une autre romance par dessus qui est, ça va. Elle flotte par dessus. Elle est pas au centre. Ça m'aurait fait chier qu'il y aurait plus que ça en romance, parce que moi j'en avais un peu rien à foutre, hein, honnêtement. Ouais, puis le personnage féminin, ça va, il est cool. Et comme dans le premier, je pensais que dans le premier, elle était très nunuche, et non, vu que c'est une meuf qui est responsable de l'évaluation psychologique, je crois, des pilotes, donc voilà. Donc ça passe, mais c'est moins fleur bleue, les bleuettes, le filtre bleu comme ça, où ils sont à moitié à poil, et enfin bon. Oui, ça, ils nous ont pas imposé la scène de sexe Voilà, ils sont pas allés jusque-là. Ouais. Effectivement, effectivement, j'allais dire, ça aurait été de mauvais goût. Non, c'est pas de mauvais goût, hein. Ils ont baisé les vieux, mais bon, est-ce qu'on a envie de voir ça en 4K, c'est une problématique. Écoute, c'était dispensable, ils s'en sont dispensés, c'est très bien. C'est très bien. Du coup, ben moi je trouve, moi j'ai beaucoup aimé, surtout que c'est vrai que, enfin, globalement le film apporte quand même en termes techniques, enfin, je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que c'est pas un genre hyper répandu ce genre de film de pilote de chasse. Et je pense que celui-là, avec la technique qu'il employait, enfin, il y a des plans quand même qui sont quand même fous. Je pense qu'il a remis la barre un peu plus haute. C'est toujours pareil, hein, mais c'est vraiment l'exploit de Tom Cruise. C'est uniquement le film. Tu prends le même film qui aurait été tourné par un autre acteur ou par un Tom Cruise qui aurait juste fait des trucs en effets spéciaux, ça aurait été ok tiers, tu vois. Mais le fait que ça soit réel et qu'on sente le réel, ça met 2 points de plus sur 10 au film. Quoi. Il y a Tom Cruise, mais Tom Cruise dans la carrière de Tom Cruise aussi, parce que Top Gun c'est important pour Tom Cruise aussi, donc il y a tout ce truc méta qui fait que le projet est bienveillant et dans de bonnes mains, que ça ne peut que fonctionner, quoi. Et honnêtement, on parle pas trop de la réal, mais tu sens que enfin, Kosinski il est resté un peu dans les clous de Tony Scott. Mais ça passe globalement. Il y a beaucoup de montage en fait entre le brief des personnages, mais tu vois le brief se réaliser en même temps, tu vois, avec des plans très cut. Et du coup, ça dynamise le film. Je trouve que le film est passe plutôt bien, tu vois, en termes de rythme. Et puis la mission à la fin est bien captivante. J'aime bien le setting aussi, ça change un peu d'avoir des batailles au-dessus de la mer, le fait que ce soit dans les montagnes et d'avoir ce côté un peu slalom, ça c'est vraiment excellent. Puis ouais, la grosse montée où tu sens léger dans la gueule, tu sens vraiment ça. C'était vraiment bien vu et du coup ça fait que c'est un vrai film de cinéma à voir au cinéma, quoi. C'est effectivement, toujours pas, oui effectivement, mais moi c'est pareil, j'ai bien aimé et j'ai même envie de rajouter qu'ils ont esquivé des trucs qu'on aurait pu penser comme des voies de scénario faciles et peut-être un peu trop évidentes, notamment le côté drone. Ils auraient pu partir sur la direction, parce qu'il y a les drones, il y a les avions de 5e génération, parce qu'on est en plein dedans, hein, le F-35 américain, c'est les nouveaux avions de 5e génération. Là, ils se servent de vieux F-18 pour cette mission. Ils auraient pu rentrer dans cet aspect de genre, non, on vous a remplacé par des drones, et c'est ce qui le début du film faisait penser. On vous a remplacé par des drones, maintenant ça sert plus à rien, dégagez les pilotes, et oh non, notre drone n'a pas réussi à faire une mission, on a besoin d'un pilote. Tu vois, on aurait pu rentrer, ça aurait pu être ça, la voie facile, l'autoroute, ça aurait pu être ça. Vous avez vu, les drones, c'est pas comme les humains, tu vois, il y aurait eu ce message de fin nul. Bien sûr, ça aurait pu être ça. Non, c'est recentré sur les personnages et c'est beaucoup mieux en fait. C'est ça, donc finalement, ils n'ont pas pris l'autoroute la plus évidente pour passer sur un truc qui est tout aussi classique, mais c'est une petite voie de campagne avec des jolis arbres, donc ça marche. Bah, écoutez, comme d'habitude, faites-vous votre avis par vous-même. Voilà, et à la prochaine pour d'autres vidéos sur le bazar du grenier. Ciao, ciao. Ciao.